Johan Hubert habite et travaille en plein Paris. Et pourtant, vu son métier, il n'a rien à faire ici. Il devrait plutôt être à la campagne. Bon, eh bien on va sur l'exploitation. Son exploitation. Johan est agriculteur. Il fait partie de cette nouvelle génération de paysans qui est en train de révolutionner, de repenser l'agriculture tout entière et qui va à rebours des idées reçues. C'est un petit peu la vie particulière d'un agriculteur urbain. On n'enfile pas les bottes et on ne prend pas le tracteur, mais on prend plutôt ses baskets et le métro. Johan a compris qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares pour faire pousser des fruits et légumes. Sa ferme est à quelques stations de métro de chez lui, au beau milieu de la capitale. Son champ se trouve sur les toits d'un grand magasin parisien. Nous voilà au 10e étage des Galeries Lafayette, avec une magnifique vue sur Paris, avec la tour Eiffel qui commence à briller avec le soleil. Et on arrive sur l'exploitation maraîchère. Plus de 1000 mètres carrés de plantes en tout genre. Tomates, framboises, des fleurs comestibles ou encore des courges. Ici, Johan peut faire pousser n'importe quoi. Alors à Caen, des fermes partout, sur les toits inoccupés de nos grandes villes. À l'heure où les terres cultivables se raréfient, que l'on fait faire des milliers de kilomètres aux produits avant qu'ils se retrouvent dans nos assiettes, certains sont déjà en train d'inventer la ferme de demain. Ils arrivent à faire pousser des légumes à vitesse grand V sans terre et même sans soleil. Partout dans le monde, ces nouvelles méthodes de production au rendement exceptionnel commencent à voir le jour, à Singapour en France ou encore aux États-Unis. Qui sont ces agriculteurs 3.0 et que valent ces fruits et légumes ? Johan Hubert a commencé à installer sa petite ferme urbaine en plein Paris il y a un an. Et les résultats sont déjà remarquables. 1 tonne de fraises récoltées, 500 kg de tomates pour la première année. Alors là, on est sur un merveilleux thym des garrigues. Alors c'est dommage, la caméra ne peut pas sentir, mais si on descend un tout petit peu du thym et on se retrouve au niveau du tagette, tac, on va s'arrêter sur une framboise, comme par hasard. On oublie qu'on est à Paris. Tout dépend de quel côté on se tourne. Si on regarde le jardin, effectivement, on a du mal à imaginer qu'on est à Paris. Puis si on se retourne dans l'autre sens, effectivement, on voit qu'on est dans une ville qui est absolument fabuleuse. Johan inspecte ce qui devrait être sa dernière récolte de tomates cerises avant le printemps prochain. Et pourtant, nous sommes en plein mois de novembre. Rien d'étonnant d'après lui. En ville, il fait toujours plus chaud. Deux raisons pour lesquelles on a encore des tomates en plein mois de novembre. La première, c'est qu'on est à Paris, donc le climat est relativement doux. Et on a aussi quand même l'impact des effets d'îlots de chaleur, hein. Donc l'augmentation des températures des villes qui ont effectivement un impact sur la culture des végétaux puisque ça allonge un petit peu la saison. Donc on a à peu près 2 à 3 degrés supplémentaires par rapport à la campagne. Et ça fait une petite différence sur la culture des plantes, effectivement. Le tour de force de Johan, c'est surtout d'avoir mis au point un moyen révolutionnaire pour faire pousser ses tomates. Car monter 250 tonnes de terre à plus de 60 mètres de haut, c'était non seulement impossible, mais surtout la toiture n'aurait jamais supporté un tel poids. Il a donc dû innover et imaginer un système capable de se passer de terre. On met en place ce support organique, donc qui est fait de laine de mouton et de chanvre, qui va permettre en fait de créer de la terre, c'est-à-dire c'est le prémisse de l'humus, c'est-à-dire qu'en développant les micro-organismes et en étant sur un support extrêmement léger, on va reproduire un écosystème naturel proche de celui qui se passe en pleine terre. Je me suis beaucoup inspiré de la nature, donc j'ai pas la prétention d'avoir inventé la vie. Mais avec la pollution parisienne, une question se pose. Ces légumes sont-ils sains ? Sylvain nous assure les faire analyser régulièrement et d'après lui, aucune trace de polluant n'aurait été décelée depuis un an. Et d'ailleurs, pour nous prouver qu'on ne risque rien à les manger... Anna, pour Sylvain aujourd'hui, l'idée c'est quand même de lui apporter le maximum de diversité sur les fleurs. Pareil pour les fraises et puis les tomates aussi. Pour l'instant, c'est juste une expérience menée avec la ville de Paris. Mais Johan, qui a monté sa société et qui a même pu embaucher une personne, rêve de bâtir un peu partout des fermes de ce genre. Donc là, on est en train de préparer la récolte à la fois pour notre labo, pour les produits les plus mûrs, et puis pour ceux qui sont encore juste à point pour être consommés, on les prépare pour les restaurateurs. Les fruits et légumes ne sont pas à vendre, seule une poignée de chefs parisiens a la chance de pouvoir les cuisiner. Tu me passes les dernières fraises et puis j'y vais parce que sinon Sylvain va m'attendre et on va arriver un petit peu tard pour le début du service. Et voilà. Aujourd'hui, Johan a rendez-vous avec Sylvain Sandra,
une étoile au guide Michelin. Salut Sylvain. Ça va? Ça va bien? Bon alors aujourd'hui je t'ai apporté quelques produits un peu frais du jardin puisque on commence à récolter nos poivrons et nos piments. D'accord. Alors on a aussi des framboises d'automne. Oh. Ouais. Bon alors je t'ai amené aussi une courge. De plus en plus de chefs cuisiniers recherchent des produits très frais qui n'ont pas passé des jours dans les transports et des heures dans les frigos. C'est vrai que cette production-là, elle est hyper intéressante parce que voilà, elle est juste au bout de la rue. Et ça, c'est exceptionnel. Difficile de produire plus près. Ce jour-là, les fraises, la menthe ou encore les piments sont jugés bons pour le service. C'est la tomate cerise qui fait débat. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Ouais. Elles étaient vertes celles-ci il y a un mois, donc elles n'ont pas pris trop de soleil non plus, mais... Elle est très bonne celle-là. Bah ouais, c'est ça. Finalement, les tomates de Johan aussi seront à la carte. Si en France, ces nouvelles façons de produire en sont encore à la phase test, d'autres sont passées à la phase production depuis très longtemps. De l'autre côté de l'Atlantique, cela fait déjà plus de 10 ans qu'on s'intéresse aux fermes urbaines. À New York et dans sa région, le concept a été poussé à l'extrême et les résultats obtenus défient toutes les lois de l'agriculture. Mark Oshima n'a rien du gentleman farmer. Il a fait toute sa carrière dans le marketing chez Toys R Us et L'Oréal. Aujourd'hui, il est dans la salade parce qu'il le sent bien. En fait, ici, c'est un ancien hangar à paintball. Notre truc, c'est de récupérer des espaces abandonnés et d'y faire pousser plein de salades. Un hangar fermé. Aérofarm, la société qu'il a cofondée, fait encore plus fort que le français Johan Hubert. Leurs légumes n'ont pas besoin de terre pour pousser et ils n'ont pas besoin de soleil pour mûrir. On doit porter une charlotte et on doit mettre des gants aussi. On se croirait plus dans un labo que dans un champ. Le mardi, ici, c'est le jour des semences et le geste d'Oliver n'a rien d'ancestral. Ce sont des graines. Elles vont aller directement dans les structures derrière moi. Là, je m'assure que toutes les graines soient assez hydratées. Comme ça, elles pourront germer tranquillement. À l'école, nous avons tous appris à faire germer des graines sur du coton humide. C'est le même principe, mais sur du plastique recyclé, taille XXL. Ici, pas besoin d'une parcelle immense, il faut de la hauteur sous plafond, c'est ça les fermes verticales. 30 tonnes de salade sortent de cette usine chaque année. Cela nous permet d'avoir plus de productivité au mètre carré, 75 fois plus que dans un champ et 10 fois plus que dans une serre. Mark et ses deux associés ont injecté plusieurs millions de dollars dans l'histoire. Et une chose nous surprend, ils disent faire pousser 250 variétés de légumes différents et pourtant nous ne voyons que de la salade. On pourrait faire pousser n'importe quel légume, des tomates, des concombres, mais on préfère se concentrer sur les légumes feuilles. Pourquoi? Parce qu'ils poussent plus vite. Non seulement la récolte est rapide, mais en plus ça ne prend pas de place et on peut en empiler beaucoup. L'idée c'est quand même d'avoir une entreprise rentable et compétitive avec l'agriculture classique. Les feuilles vertes poussent plus vite et les billets verts aussi. Par mesure d'hygiène, on nous dit que nous n'avons pas le droit de nous approcher des cultures. Pour nous expliquer comment ces salades poussent sans terre et sans soleil, Mark accepte de nous emmener dans son labo. C'est ici qu'on teste nos cultures. C'est une ancienne boîte de nuit. On a même laissé la boule à facettes. Sur l'ancienne piste de danse, des nouvelles variétés de salades sont espionnées jour et nuit. C'est la lumière artificielle qui fait croître et mûrir les légumes. Des milliers de lampes LED qui fonctionnent 24 heures sur 24. D'après Mark, le soleil ne pourrait pas rivaliser avec elle. On s'est rendu compte que Dame Nature et même le soleil n'étaient vraiment pas efficaces. Un coup, il y a trop de soleil, un coup pas assez. Ici, on peut cultiver toute l'année, avec une qualité incroyable, en donnant aux plantes exactement ce qu'elles demandent. Seul problème, cette technologie réclame beaucoup d'électricité. C'est pour cette raison que le prix de ces salades est très élevé pour l'instant, entre 3 et 4 $ pièce. Si ces salades sont très énergivores, en revanche, elles auraient besoin de beaucoup moins d'eau. En moyenne, l'aéroponie consomme 95% d'eau en moins, comparé à l'agriculture classique. Grâce à une brume chargée en nutriments qui se dépose sur les racines. Ici, nous avons de la roquette. Elle est là depuis une semaine à peu près. On se rapproche de la récolte. Celle-ci est déjà prête. C'est très bon.
Incroyable! Ces salades ont à peine une semaine et on dirait qu'elles ont un mois. De la lumière non-stop, de l'eau en petite quantité mais placée juste au bon endroit, un savant dosage qui permet de faire pousser les salades à vitesse grand V. Pour comparer, en plein champ, la roquette mettrait 2 à 3 mois pour pousser. Ici, c'est 2 à 3 semaines. Nous, on pense en nombre de récoltes par année. Ici, en cultivant à l'intérieur, on peut faire jusqu'à 30 récoltes par an. En plein champ, on ferait quoi? 1, 2 récoltes maximum? Marc et ses équipes jouent aux apprentis sorciers. Alors, toutes les semaines, Bon alors, qu'est-ce qu'on a? il faut tester la qualité des produits. Alors en premier, on a un joli mélange de laitue, de belles feuilles bien jeunes. Là, on se met à la place du consommateur. On teste nos produits toutes les semaines pour être sûr d'avoir le bon goût et la bonne texture. J'adore cette variété-là. C'est vraiment un bon mélange. Pour Marc, ces salades prêtes à être vendues n'auraient rien à envier aux salades qui poussent dans les champs. Nous avons préféré vérifier par nous-mêmes. Anna est française. Alors, voyons voir ce qu'il y a au marché aujourd'hui. Elle habite à Manhattan depuis plus de 25 ans. Pour elle, comme pour beaucoup de New-Yorkais, manger sain et local est devenu une priorité. On a même inventé un nouveau mot pour désigner ses consommateurs, les locavores. Hello, how are you? Pour Anna, acheter une salade qui aurait parcouru plus de 50 km, c'est inconcevable. C'est très important que ça soit locaux parce que déjà, ça n'a pas trop voyagé. Donc pour l'environnement, c'est mieux. Aussi, on sait que c'est vraiment frais. Donc le fermier va couper sa laitue le matin ou la veille. Donc on sait vraiment que ça vient d'être cueilli. Elle a accepté de se prêter à notre petit test. Laquelle a l'air belle? Celle-là. Elle va acheter une vraie salade au marché et la comparer avec celle de Marc, cultivée sans terre et sans soleil. Combien je vous dois? 4 $. OK. 4 $ pour une belle laitue et de la roquette. Les barquettes de salade Aerofarm vendues en supermarché coûtent 2 fois plus cher. Mais elles sont déjà préparées et lavées. Moi, ça me dégoûte un peu de savoir que ça n'a pas eu la terre, quoi. Et elle est un peu fade. Elle n'est pas très verte non plus. La couleur est très différente. Son amie Caroline, une Française installée à New York aussi, n'est guère plus emballée. Elle a l'air moins fraîche. C'est un peu dur à dire pour elle, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air si fraîche. Elle n'a pas l'air d'avoir eu le même apport en chlorophylle. Et au goût, surprise. Ça a le goût de roquette, hein. T'as raison, ça a un peu le goût de patate. Ça a le goût d'herbe, moi, je trouve. Non, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu vaseux. Et quand on la compare avec la salade du marché, le constat est sans appel. Elle a beaucoup plus de goût. Je trouve qu'il y a plus de nuances. Hein. Vous ne trouvez pas qu'elle est plus croquante, celle-là aussi? Ouais. Regarde, si tu tapes, t'entends le bruit. Est-ce que... Ah ouais. Les salades qui poussent de façon artificielle devront donc encore s'améliorer pour convaincre certains consommateurs comme Anna. Mais pas de quoi freiner la folie des grandeurs de Marc Oshima. Salut, ça va? Bien, excellent, c'est excitant de voir tous les progrès. Quand on a vu ce que c'était et qu'on voit là où on en est... Ah, c'est sûr, on n'a pas chômé. Ouais, vous avez bien avancé. À Newark, à quelques kilomètres de la Grosse Pomme, son dernier chantier. Un projet à plus de 40 millions de $. La plus grande ferme verticale du monde est en train de sortir de terre. Marc s'y voit déjà. Ici, on va faire pousser jusqu'à 1000 tonnes de salade chaque année. Ça va nous permettre de servir des millions de consommateurs. Ce qui est excitant, c'est qu'on amène la ferme au plus proche du client. Ils pourront manger une production locale. Avant, ce n'était pas possible ici. Et voici ce qu'il va bientôt obtenir. Une exploitation agricole digne d'un film de science-fiction. 6500 mètres carrés au sol remplis d'étagères à salade. 30 hectares. C'est comme si Marc allait semer ses laitues sur l'équivalent de 50 terrains de football. Ici, on va produire des salades jusqu'à 10 mètres de hauteur. Là où je me tiens, il y aura jusqu'à 12 niveaux de culture. C'est excitant de voir toutes les pièces s'assembler. Le toit est déjà là. C'est bien parti. Avec sa méga usine à légumes, Marc produira donc l'année prochaine 3,5 millions de salades. La NASA suit cela de très près. Il paraît que ce système qui réclame très peu d'eau serait idéal pour faire pousser des légumes là-haut, sur Mars.